On a toujours vu des gens qui sont assis entre quatre murs, qui ne sont même pas concernés par la situation, qui conçoivent des projets, des actions pour d'autres personnes. Il est temps que les personnes concernées soient au cœur de la lutte, qu'ils soient à mesure de dire voilà, pour nos questions de santé et nos questions de droit, voici ce qui est nécessaire à faire pour nous. Donc pour moi, je résume la lutte à ça, rien pour nous sans nous. Épisode 3, les femmes, actrices et cibles prioritaires de la santé communautaire. Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de notre série de podcasts consacrée cette fois à la place des femmes dans la santé communautaire. Il est indispensable d'aborder une approche sensible au genre car la santé, au même titre que les autres domaines qui composent notre société, n'est jamais neutre. Les besoins des femmes et des hommes sont différents et les inégalités sociales et économiques entre les hommes et les femmes ont des conséquences sur la santé. Normes viriles, situations de dépendance ou encore violences basées sur le genre vont affecter les pratiques de chacun. Victorine Seyi-Beguide, qui œuvre pour une association qui milite contre les violences faites aux femmes et pour la prise en compte de leurs droits sexuels et reproductifs au Cameroun, nous parle de ces barrières d'accès aux soins. Mais d'abord, Éric Fleutelot, directeur technique du pôle Grande Pandémie d'Expertise France, revient sur l'apport des femmes agentes de santé communautaire pour combler des besoins spécifiques qu'elles seules permettent de couvrir. Quand je parle de dialogue, c'est aussi important parce qu'ils sont extrêmement bien placés. Et quand je dis « ils », c'est un « ils » de pluriel, mais je devrais dire « elles » parce que c'est majoritairement des femmes. Elles sont très bien placées pour aussi repérer les besoins qui ne sont pas couverts en matière de santé dans les communautés qu'elles servent. Donc, à la fois, ils et elles peuvent apporter des services qui ne sont pas disponibles et ils et elles peuvent faire remonter des besoins qui n'ont pas été repérés. Et en ça, on les voit comme des acteurs essentiels du renforcement des systèmes de santé. Écoutons à présent Victorine Seyi-Beguide sur la nécessité d'appréhender la spécificité des besoins des femmes et des filles au regard des traditions et des entraves qui pèsent sur elles. Les droits en santé sexuelle et reproductive, y compris la prévention du cancer du col de l'utérus, mais aussi ceux qui touchent aux violences sexuelles et basées sur le genre, exigent parfois des interventions en non-mixité, afin que les femmes puissent échanger dans un espace où elles se sentent en sécurité. Une spécificité qui a un impact positif sur le recrutement des femmes agentes de santé communautaire, leur donnant accès à une rémunération et valorisant leurs compétences pour mieux les autonomiser. Pour garantir l'intégration du genre dans la santé, il est question d'adapter les politiques, les programmes et les interventions de manière à répondre de façon équitable aux besoins spécifiques des femmes et des hommes et des garçons et des filles pour ne laisser aucune couche de la population de côté. Ça, c'est de façon générale ce que nous pouvons dire. S'agissant de l'intervention des agents de santé communautaire dans l'accompagnement des femmes dans les organisations comme les nôtres, en tant qu'association de lutte contre les violences faites aux femmes, nous mettons la priorité au recrutement des agents de santé communautaire femmes. Il y a des moments où nous pouvons dire que nous faisons la discrimination positive parce que à valeur égale, nous allons choisir la femme. Pour récapituler, nous disons ici que la femme, vraiment, elle est au centre de notre préoccupation, elle est au centre de notre intervention et nous voulons lui donner les meilleures chances possibles de mettre en exergue ses compétences. Bon, nous n'allons pas parler de la parité. Au niveau du Cameroun, à notre connaissance, ce problème ne s'est pas posé jusqu'à présent parce que à travail égal avec des agents de santé communautaire hommes ou femmes, ils reçoivent la même rémunération. Néanmoins, pour intervenir lors de certaines interventions, l'action de la femme est privilégiée parce que dans le contexte de notre environnement qui est musulman, qui est patriarcal, il est très mal vu qu'un agent de santé communautaire vienne sensibiliser, informer les femmes d'une concession sans l'autorisation
du chef de cette concession. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une femme, elle peut y entrer facilement, elle peut apporter l'accompagnement, l'information, revenir comme elle veut et personne ne trouvera à redire. Histoire de dire que l'agent de santé communautaire femme est mieux accepté dans certaines communautés que dans d'autres. Ça, c'est ce que nous pouvons dire. Maintenant, par rapport à l'accès aux soins, il est aussi évident que dans un projet comme le nôtre projet combattre le cancer du col de l'utérus en clinique et en communauté au Cameroun, un projet qui bénéficie du financement de l'initiative d'expertise France et qui est mis en œuvre par 2 organisations qui sont le Centre international de recherche d'enseignement et de soins, le CIRES, et l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes en Tinsan. Les agents de santé communautaire sont 45% hommes et 55% de femmes. Et la femme ne pourrait pas être à l'aise lorsque c'est un homme qui lui présente comment faire l'autoprélèvement des sécrétions vaginales, l'autoprélèvement, ce qui fait que nos équipes d'agents communautaires est toujours mixtes. Là, c'est la femme qui fait les démonstrations, c'est la femme qui explique dans les détails à l'autre femme comment elle doit s'auto-prélever et la jeune aux considérations de pudeur, aux considérations de honte est automatiquement levée, histoire de dire que même lorsqu'il s'agit de parler des thématiques, la femme qui est bénéficiaire, qui est participante à une session, reçoit facilement l'information lorsqu'elle est venue de la femme. Les femmes sont encouragées, comme nous le disons toujours dans notre communauté, nous disons les femmes sont encouragées à franchir le pas, à ne pas se limiter peut-être parce qu'elles n'ont pas de diplôme. Les barrières qui les limitent comme l'illettrisme, généralement certaines sensibilisations sont faites dans nos langues locales et elles ont de très fortes capacités de mobilisation et nous les encourageons vraiment à briser ces barrières et à se lancer dans le développement, dans l'accompagnement des membres de leur communauté. L'association de lutte contre les violences faites aux femmes donne la possibilité aux femmes d'accompagner au quotidien les autres femmes, les enfants, les jeunes. Ce n'est pas seulement limité au caregiving comme le veulent nos normes sociales et le patriarcat, mais c'est ici en tant que professionnel de l'accompagnement des populations en ce qui concerne leur santé. Les pouvoirs publics ont aussi un grand rôle à jouer dans notre contexte parce que ce sont elles qui doivent mettre en place les plans d'action et les politiques pour initier cette intégration à tous les niveaux de la société. On ne devrait pas se limiter à une direction de santé communautaire. On devrait, comme je l'ai dit, mettre un point d'honneur dans les plans stratégiques gouvernementaux et ensuite veiller à ce que tous les sectoriels les mettent en pratique. Ça, c'est ce que nous pouvons dire de façon générale. Et puis, accompagner les organisations spécialisées dans le genre, dans la défense des droits humains, les accompagner, leur apporter un appui pour mieux faire leur travail. Si des progrès ont été accomplis ces dernières années en matière de santé mondiale, les inégalités demeurent structurelles. En 2024, les femmes et les filles représentent 45% des nouvelles infections au VIH dans le monde, dont 63% en Afrique subsaharienne. Penser une approche genre concrète et applicable dans les politiques de santé mondiale est nécessaire si l'on souhaite réellement répondre aux défis sanitaires à un niveau global. Plus encore, pour gagner en efficacité, ces enjeux d'équité doivent être intégrés dans les plans stratégiques des États de façon holistique, au-delà de la santé. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, on explorera la question de l'intégration de la santé communautaire de façon durable dans les politiques nationales. Ce podcast est produit par l'initiative Expertise France. Si vous avez aimé cet épisode, commentez et partagez-le. Ce simple geste aidera à donner de la visibilité au sujet d'aide au développement peu connu, qui contribue pourtant à améliorer la qualité de vie de millions de personnes.